Alors je sais pas si tu as vu, mais Macron a pris la parole sur sa chaîne YouTube et nous on voulait faire un react parce qu'il parle de la situation au Liban et c'est très intéressant. Sauf que en 3 minutes, il ne dit absolument rien. Donc au canard, aujourd'hui, on va faire ce que Macron ne fait jamais, produire une analyse géopolitique pour véritablement comprendre la situation au Liban. Et c'est parti pour le vite fait du jour. Ok, pour commencer, en Israël, tu as parmi les plus puissantes entreprises d'espionnage au monde. Donc le Hezbollah libanais, qui est officiellement en guerre contre l'État israélien, ils se sont dit, bon, on va plutôt pas utiliser des téléphones portables à partir du 7 octobre, parce qu'ils sont probablement infiltrés par l'armée israélienne, mais on va plutôt utiliser du matos rudimentaire. Donc tu as plein de membres du Hezbollah qui se sont retrouvés avec des petits beepers et des talkie-walkie pour communiquer. C'était bien, sauf que, en fait, le service de renseignement israélien, les espions israéliens, ils ont infiltré directement les lignes de production et les lignes logistiques et ils ont réussi à piéger ces talkie-walkie et ces beepers en mettant des explosifs dedans. Évidemment, ces explosifs étaient activables à distance. Donc mardi, il y a eu des milliers de beepers qui ont explosé partout au Liban et le lendemain, alors que les Libanais enterraient leurs morts, tu as eu une seconde vague d'explosions avec les talkie-walkie piégés. Donc tu as eu des milliers d'explosions simultanées partout au Liban de talkie-walkie et de beepers, principalement utilisés par les membres du Hezbollah. Et comme vous voyez dans ces images, on ne parle pas de petites blessures, on parle souvent de choses très graves à la main ou à la hanche qui handicapent à vie ou pendant très longtemps. Ce qui a mené à de véritables scènes d'horreur avec des meurtres d'enfants qui avaient au mauvais moment le beeper dans les mains et une saturation des hôpitaux au Liban. Une attaque terroriste qui a semé la terreur puisque tu as le sentiment au Liban que tout peut exploser. Il y a des récits assez dramatiques sur cette terreur-là, cette parano-là au Liban dans les articles du New York Times. Évidemment, le gouvernement israélien, comme à son habitude, n'a absolument pas reconnu les faits. Mais ils ont quand même dit qu'ils étaient prêts à tout pour faire arrêter les bombardements du Hezbollah sur le nord d'Israël qui a mené au déplacement de 60 000 Israéliens. Les dirigeants israéliens, ils ont annoncé déplacer leur armée au nord d'Israël, donc à la frontière avec le Liban, et ils ont dit qu'ils étaient rentrés dans une nouvelle étape de leur guerre. Il y a donc déjà l'horreur de la scène de voir exploser les beepers et les talkie-walkie partout au Liban, et en plus de ça, tu as un véritable enjeu d'escalade militaire entre le Hezbollah et l'État israélien. Ok, ça ce sont les faits. Maintenant, on va aller du côté de l'analyse pour comprendre véritablement ce que signifie cette attaque au Liban. Alors déjà, ces attaques, elles ont fait des milliers de blessés. Il y a eu évidemment des civils qui ont été assassinés, que les choses soient claires. On pense notamment à la jeune de 9 ans qui a été tuée mardi. Ça a touché beaucoup de civils, mais surtout des membres du Hezbollah qui utilisaient ces beepers et ces talkie-walkie. L'organisation militaire et politique libanaise se retrouve alors avec des centaines, voire des milliers de militants gravement blessés, avec des mains arrachées, aveuglés et avec une incapacité durable. Et ça commence à faire beaucoup, parce que le Hezbollah il revendique 100 000 combattants. Ça paraît un peu gonflé, en vrai, t'en as qui disent plutôt autour de 20 000 combattants ou militants du Hezbollah. Ça veut dire en gros que 15% de l'organisation libanaise à peu près est aujourd'hui incapable de pouvoir s'organiser. Voilà, ils sont blessés ou infirmes. Et l'armée israélienne a réussi à faire ça en lâchant absolument aucune bombe, en tirant aucune balle, juste en appuyant sur un bouton. Je sais pas si vous imaginez l'horreur que c'est quand même de faire ça. Et donc perdre 15% de son organisation en 2 jours, ça fait quand même beaucoup. Surtout que ceux qui ont été blessés, c'est ceux qui avaient le matos, et ceux qui avaient le matos, c'est pas n'importe qui. Genre tu avais l'ambassadeur iranien au Liban qui avait ce beeper-là et qui d'ailleurs a été gravement blessé avec l'explosion. Donc ceux qui ont été blessés, c'est des hauts cadres ou des cadres intermédiaires de l'organisation qui gèrent des sections, de la logistique, bref, qui étaient au cœur de l'organisation et qui accomplissaient de nombreuses tâches pour le Hezbollah. T'imagines la désorganisation que ça a produit dans l'organisation libanaise, c'est colossal. Sachant en plus que ça, il faut s'en rappeler, c'est pas la première attaque de ce style. Il y a eu de nombreux bombardements israéliens au Liban qui ont eu pour but d'assassiner des généraux et des hauts cadres du Hezbollah. Et là, le message de l'armée israélienne, il est clair. Partout, les membres du Hezbollah, du Hamas et de l'État iranien peuvent être infiltrés et assassinés. En fait, l'armée israélienne décime petit à petit le Hezbollah en éliminant ses cadres un par un. Ça fait depuis plusieurs mois que cette stratégie est en place et ces explosions de ces 2 derniers jours suivent aussi cette logique. Et donc s'ils affaiblissent à ce point le Hezbollah, on peut se dire que c'est parce que l'armée israélienne prépare une invasion au sud Liban. Et là, c'est très difficile évidemment de répondre à cette question. C'est possible qu'ils le fassent, c'est possible qu'ils ne le fassent pas. En tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Liban, c'est pas Gaza. La bande de Gaza qui est largement détruite aujourd'hui, c'est une prison à ciel ouvert en fait.
Je veux dire, il y a un blocus qui fait que tu n'as pas d'investissement étranger là-dedans. Les riches s'en foutent de Gaza parce qu'ils n'ont pas de pognon à Gaza et qu'ils n'ont pas de profits qui sont générés là-bas. Alors que le Liban, c'est totalement différent. Pour ceux qui ont vu notre vidéo sur le Liban, vous savez que c'est historiquement la porte d'entrée financière de l'impérialisme européen. Il y a énormément de capitaux bancaires et industriels européens dans ce pays, avec la présence notamment de militaires français. Ce qui fait qu'envahir le Liban serait plus contesté à l'international et plus compliqué pour l'État israélien qui perdrait plus de soutien qu'avec Gaza. Voilà. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne vont pas envahir le Liban, ils l'ont déjà fait il n'y a pas si longtemps que ça. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est vraiment un front différent, d'où le fait que l'État israélien ait une stratégie différente qu'à Gaza. Allez, le chef du Hezbollah, il a pris la parole hier et il a dénoncé l'attaque, mais il n'a pas annoncé grand-chose, quoi. Je veux dire, il a dit, oui, il a fait des menaces, d'accord, avec des mots un peu forts, mais il n'y a pas grand-chose concrètement qui a été mis en place par le Hezbollah. Et en fait, c'est la ligne qui est suivie par le Hezbollah depuis le 7 octobre. Faire des menaces et pas grand-chose d'autre. Donc on peut se poser la question, pourquoi le Hezbollah ne réagit-il pas? Tout simplement parce que l'organisation est bloquée dans une contradiction. Il faut savoir que ces attaques multiples de l'État israélien, ça a des effets sur la population libanaise. Tu as des frères, des pères, des fils qui sont morts ou handicapés à cause de cette guerre. Une colère contre l'État israélien à l'intérieur du Liban qui pousse évidemment de l'intérieur le Hezbollah à répondre. D'autant que l'organisation a grandi dans la contestation de l'État israélien. Donc s'il ne répond pas, le Hezbollah perdrait sa crédibilité d'organisation de résistance face à l'armée israélienne, ce qui remettrait en cause le soutien d'énormément de ses militants. Donc s'ils veulent rester cohérents, soutenus par la population et alignés avec ses émotions, ils devraient contester et attaquer l'État israélien. Sauf qu'en vrai, le Hezbollah ne peut pas entrer en guerre face à l'armée israélienne. Le Hezbollah n'a ni les hommes, ni les armes et ni l'industrie pour supporter un conflit face à l'armée israélienne, à l'industrie de pointe militaire israélienne, face aux membres expérimentés de ces militaires, sachant que l'armée est financée et armée par la première puissance économique du monde, l'administration états-unienne. Je veux dire, le Hezbollah, ils en sont à utiliser des beepers de 20 ans qui sont piégés par les services secrets israéliens, quand l'armée israélienne, elle, développe la technologie de mort de pointe avec des IA, des surveillances de masse et toutes ces conneries. Les deux armées, d'un côté le Hezbollah, de l'autre côté de Tsahal, n'ont absolument rien à voir. Donc le Hezbollah devrait répondre à l'État israélien, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas assez forts, parce qu'ils ne sont pas assez armés, parce qu'ils ne sont pas assez puissants. Et donc le compromis qu'avait trouvé le Hezbollah jusque-là, c'est d'envoyer des obus au nord d'Israël, couplés avec une forte propagande pour calmer ses troupes. Et en espérant que ça passe. Voilà, sauf que ça passe pas. Car l'armée israélienne va toujours plus loin dans les assassinats, il désorganise le Hezbollah, et en réponse, le Hezbollah affaibli ne peut pas se lancer dans une guerre, et ils peuvent difficilement aller plus loin dans l'escalade sans craindre justement que le gouvernement israélien en profite pour déclarer la guerre comme en Palestine. C'est ce qu'on appelle un casus belli, c'est-à-dire un prétexte pour rentrer en guerre, comme ça a été pour les États-Unis le 11 septembre ou pour l'État israélien le 7 octobre. Le Hezbollah est donc coincé dans cette situation et l'armée israélienne le sait. Ils continuent donc leur assassinat sans vraiment les revendiquer pour regarder l'organisation se défaire ou jusqu'à les pousser à une erreur, à une escalade de trop, ce qui leur permettrait de lancer une guerre. Sachant que tu as d'autres gens que l'État israélien qui attendent la chute du Hezbollah. Ok, là on a beaucoup parlé du conflit entre le Hezbollah et l'armée israélienne, mais en réalité tu as un autre conflit dont on parle beaucoup moins, un autre front qui oppose le Hezbollah et les élites de la société libanaise. Là quand je parle d'élite, c'est soit ceux qui ont le pouvoir politique, soit ceux qui ont le pouvoir médiatique ou le pouvoir économique. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Hezbollah, ce n'est pas un État, c'est une organisation politique, militaire et religieuse, surtout présente dans le sud et dans l'est du pays. Et ils ont longtemps été en confrontation directe avec l'État libanais avant de rentrer récemment dans les institutions étatiques, comme on l'expliquait dans une de nos dernières vidéos au Canard. On retrouve aujourd'hui de nombreux députés du Hezbollah au Parlement, sans que ces derniers ne soient majoritaires. Et en ce moment, le Hezbollah au Parlement, il participe au blocage des institutions avec les autres groupes politiques, ce qui empêche la nomination d'un président. Et c'est d'ailleurs ce qu'essaie d'expliquer Macron dans sa vidéo, mais sauf qu'on ne comprend rien. Le Hezbollah ne permet pas de résoudre cette crise-là. En plus de ça, ils ont été discrédités par la population parce qu'ils ont participé à ce naufrage économique. Et eux, en plus de ça, ils n'offrent aucune autre perspective qu'une guerre directe avec l'armée israélienne. Ce qui fait que de nombreux bourgeois et politiciens libanais pourraient se satisfaire d'une attaque israélienne dans le sud pour se débarrasser une bonne fois pour toutes du Hezbollah. Ce qui débloquerait la situation politique et leur permettrait de totalement prendre le contrôle du pays
pour développer l'économie et s'enrichir avec l'aide de l'impérialisme états-unien et israélien. En gros, certains à l'intérieur de l'État libanais verraient la chute du Hezbollah comme une sortie de crise. Le Hezbollah n'est pas soutenu partout au Liban et il peut y avoir une confluence d'intérêts entre des membres de l'élite libanaise et israélienne pour faire chuter le Hezbollah. Et vu la stratégie du gouvernement israélien, cette chute, elle est vraiment possible, hein, au risque évidemment d'enflammer toute la région, sachant que la véritable cible de l'impérialisme israélien et états-unien dans la région, c'est pas le Hezbollah, c'est l'Iran. Donc ça peut aller encore plus loin. À voir pour ce qui est aussi de la population, hein, c'est important. Contre l'inflation, au Liban, tu as eu une énorme mobilisation à la Gilets jaunes qui a été organisée et qui ciblait toutes les élites politiques, y compris le Hezbollah. Il faut voir aussi par rapport à la population chiite, hein, historiquement au Liban, c'est elle qui a été la plus exploitée. Et justement, le Hezbollah, c'était un parti à la base, au tout début, hein, qui était un truc d'émancipation pour les chiites, de refuser cette exploitation. Donc à voir si ce soutien historique perdure malgré les échecs du Hezbollah et la pression de l'armée israélienne. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup de gens au Liban, en Israël et aux États-Unis qui ont intérêt à voir chuter le Hezbollah et ces gens-là, ils sont très puissants. Et surtout, cette guerre Liban-Israël ne sort pas de nulle part. C'est un conflit régional qui fait suite notamment à la politique de l'administration états-unienne. Trump et Netanyahou, ils ont commencé ce qu'on appelle la normalisation de l'État israélien. C'est-à-dire qu'ils ont poussé pour signer de nombreux accords commerciaux, militaires et diplomatiques avec les pays du Moyen-Orient comme les Émirats arabes unis. Dans le but notamment d'effectuer de lucratives coopérations économiques, mais surtout pour isoler toujours plus l'économie iranienne et contrer l'influence toujours plus grandissante de l'impérialisme chinois dans la région. Ils voulaient éviter que la puissance chinoise domine les rapports commerciaux et diplomatiques au Moyen-Orient, comme ça commençait sérieusement à l'être avant le 7 octobre. Bref, ce qui se passe au Liban s'inscrit dans une conflictualité à plus grande échelle qui dépasse même les frontières du Moyen-Orient. Et cette politique de normalisation, elle a mené à un véritable recul sur la question palestinienne, avec énormément d'États, notamment des États arabes, qui abandonnent leur soutien fictif bidon à la Palestine pour signer des contrats avec les riches israéliens. Un isolement de la question palestinienne qui a permis notamment de justifier au Hamas leur massacre du 7 octobre. C'est en mode, maintenant que tout le monde les abandonne, ils sont au pied du mur, du coup ils peuvent massacrer des gens. Ça va arranger la situation. Visiblement, ça a vachement arrangé la situation. On se retrouve maintenant avec un État israélien soutenu par la puissance états-unienne qui utilise leurs forces militaires pour désorganiser petit à petit le Hamas, le Hezbollah, les groupes armés yéménites pour au final s'attaquer à l'influence iranienne dans la région tout en posant comme condition de paix au Moyen-Orient l'isolement de l'Iran. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire par les armes ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire par les accords commerciaux et diplomatiques juste avant. Et quand tu as ça en tête, tu comprends que tout ce qui est en train de se passer suit une même ligne historique. Bref, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne s'agit pas d'une attaque gratuite contre les Libanais. Il s'agit d'une lutte impérialiste profonde qui ne va pas se résoudre facilement, d'autant que l'État israélien, pour le moment, est en position de force. Sauf si, évidemment, les milliers de manifestants israéliens arrivent à dégager Netanyahou du pouvoir, et c'est pas impossible. Ou, évidemment, si le conflit s'étend et devient totalement incontrôlable et s'enflamme dans la région. Parce qu'en fait, il faut que l'armée israélienne soit très mesurée pour pas déclencher une énorme guerre régionale. Voilà, ils sont pas connus pour être mesurés, ils sont plus connus pour être des putains de criminels de guerre. Donc ils peuvent très rapidement mettre le Hezbollah au pied du mur et avec l'État iranien, et à partir de ce moment-là, il peut y avoir vraiment des conneries qui se passent. Si les raisons de ce conflit sont pour beaucoup économiques, ça veut dire aussi que des menaces de sanctions de l'extérieur pourraient essayer de faire pencher la balance, surtout quand on voit les pressions internes dans la société israélienne. Avec des bonnes sanctions, l'État israélien et états-unien peuvent se dire qu'ils ont plus à perdre à continuer la guerre qu'à l'arrêter. Mais après, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une pression populaire suffisamment forte aux États-Unis, en Israël et en France notamment, pour que ces sanctions puissent apparaître. D'où l'importance de soutenir les mouvements de contestation qui sont en train de se passer, notamment sur la cause palestinienne, puisque ce sont des outils de paix absolument indispensables. Voilà ce qu'on pouvait dire de ces attaques. Au Canard, on a fait 3 vidéos sur le Liban récemment qui vous permettent de comprendre toute l'actualité et d'expliquer aussi l'histoire politique et sociale du Hezbollah. Et ces analyses, elles sont uniques, hein. Vous ne retrouverez jamais ce genre de propos sur une autre chaîne YouTube, et surtout on est totalement indépendant et notre contenu est librement accessible. Et ça c'est possible pour une raison, parce que vous nous soutenez. Si cette initiative te plaît, si tu trouves que le Canard est utile, tu peux nous financer avec des dons mensuels sur Tipeee, tu trouveras le lien en description. Merci à tous qui nous permettent d'exister grâce à ces soutiens, à ces partages, à ces commentaires. Cette vidéo elle a été faite à partir de recherches de Paul, et on se dit à la prochaine, des bisous.